Chers amis, bonsoir. Merci d'être dans l'émission Putsch Live. Nous sommes le mardi 26 novembre. Merci d'être si fidèles à cette chaîne. Vous êtes plus de 143 000 abonnés et on diffuse bien sûr sur l'ensemble de nos réseaux. Merci à tous de cette fidélité de soutenir la presse indépendante et surtout Putsch. Et ce soir, j'ai un invité politique en la personne de François Asselineau. Bonsoir François, comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, je vais bien. Je vais mieux que d'autres pays, malheureusement. Moi, personnellement, ça va pas mal. Notre mouvement se porte très bien. J'espère qu'il en est de même de vous, d'ailleurs, Nicolas, et puis que Putsch se développe comme vous le méritez, compte tenu du travail que vous faites. Ben, on essaie en tout cas, chacun dans sa ligne d'eau, de faire un travail d'information. Alors, je vous ai appelé, François, et merci François Asselineau, président de l'UPR, fondateur et président de l'UPR, parce que vous avez fait une vidéo hier, un appel solennel aux députés de l'opposition pour se mobiliser et voter carrément une motion de censure sans attendre la motion de censure du budget, qui est une cacophonie absolue. Là, carrément, vous avez fait un appel solennel, François. Vous là, aujourd'hui, pour vous, c'est une urgence absolue de mettre fin à l'engagement de la France dans la guerre en Ukraine, parce que c'est ça dont il est question aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai lancé cet appel ? Parce que les gens qui en appellent à la raison de Macron, etc., c'est peine perdue. On sait très bien que Macron ne changera absolument pas. Et donc, les gens qui font des pétitions, qui manifestent, c'est gentillet, mais ça n'aboutit à strictement rien. En revanche, l'opposition possède un outil qui est quand même important, qui est celui de la censure. Il y en avait deux. Il y avait la destitution de Macron. Oui. Vous savez que je milite pour la destitution de Macron depuis 2018, et vous savez que le Rassemblement national, a torpillé le projet que la France insoumise avait fini par lancer après m'avoir regardé pendant plusieurs années. Ils avaient fini par s'emparer du projet. Le Rassemblement national a coupé court, donc Macron a échappé à cette première procédure de destitution. Mais là, dans les heures qui viennent, il suffit que les députés du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire d'accord, ils peuvent déposer une motion de censure. Je signale à tous nos auditeurs que la motion de censure n'a pas nécessairement lieu au moment de la procédure budgétaire. Ça peut être des choses disjointes. Ce n'est pas parce qu'on lancerait une motion de censure maintenant que ça n'empêcherait pas de lancer une procédure de motion de censure dans 15 jours ou dans 3 semaines au moment du budget, si le Premier ministre lance la procédure de l'article 49 alinéa 3. Mais moi, il me semble qu'il y a une urgence absolue parce qu'il y a quand même toute une série de signaux, c'est même plus que des signaux, ce sont des événements qui sont des événements quand même très graves et qui donnent à penser qu'il n'est pas impossible que dans les prochaines heures ou dans les tout prochains jours, Macron, avec son ministre des Affaires étrangères, qui est un cinglé complet, Jean-Noël Barrot, et le ministre des Affaires européennes, qui ne vaut pas mieux, M. Haddad, eh bien que cette petite camarilla décide de donner leur feu vert, d'ailleurs éventuellement en court-circuitant Barnier, puisque je signale que M. Haddad, en fait, court-circuite un peu tout le monde, il court-circuite le ministre des Affaires étrangères, etc. Il n'est pas impossible qu'ils donnent leur accord à ce que les missiles Scalp que la France a déjà donné à l'Ukraine, qui sont Scalp LP comme longue portée, et que c'est un peu l'équivalent du Storm Shadow britannique qui a été tiré, ou des missiles Atacams qui sont tirés par les États-Unis, par l'Ukraine avec des techniciens américains, et bien que la France entre dans le jeu. Et moi, je trouve que tout ça est très, très inquiétant parce qu'on voit toute une série de signaux qui apparaissent. Alors, bien sûr, j'ai reçu Sylvain Ferreira, qui est un expert C'était tout à fait passionnant ce qu'il a dit. Je suis très convaincu, comme lui, qu'il y a une partie de chorégraphie, comme il disait, une espèce de scénario un peu destiné aux masses, mais que derrière, les choses sont un peu plus compliquées et que lui, il pense, et je pense qu'il a raison, que le Pentagone essaie quand même de maintenir le cap face au délire de l'État profond américain qui sont à la fois dans les sous-sols de la CIA, mais qui agissent sur un certain nombre de responsables européens. Je prends l'exemple, par exemple, du député Raphaël Glucksmann, qui a fait une sortie au Parlement européen, mais c'est absolument ahurissant. Enfin, il appelle à l'embrasement du continent. Cet homme ne représente absolument pas le peuple français, il représente les intérêts de la CIA, comme il l'a d'ailleurs toujours fait depuis des années. Moi, je suis inquiet, si vous voulez, bien sûr qu'il y a des gens qui sont responsables. D'un côté, les autorités russes, quoi qu'on en dise dans nos grands médias,
Vladimir Poutine est quelqu'un d'extrêmement sage et de calculateur, et qui est un joueur d'échecs et qui a toujours évité de monter aux extrêmes, alors même qu'il est poussé par une certaine opposition chez lui pour être beaucoup plus violent dans ses réponses. Bien sûr, je sais qu'il y a Donald Trump qui va arriver le 20 janvier, mais voilà, il y a des signaux, il y a trois signaux, parlons-en. Premièrement, les déclarations de Lavrov, ministre des Affaires étrangères, qui a dit que la situation était très grave, qu'on n'avait jamais été aussi près d'une troisième guerre mondiale. Les déclarations de Trump lui-même, qui a dit qu'on n'a jamais été aussi près d'une troisième guerre mondiale. Et puis, il y a le fait que ce missile Oreshnik qu'a lancé la Russie dans les faubourgs de la ville de Dniepropetrovsk, qui a fait des ravages extraordinaires. Enfin, c'est une arme qu'on ne connaissait pas, c'est une arme nouvelle, qui fait à peu près du 3500 km à la seconde, 3,5 km à la seconde, qui se scinde en 6 ogives qui pèsent entre 300 et 500 tonnes, et donc qui d'un seul coup foncent à 3,5 km à la seconde, qui arrivent sur le sol. Ça a fait un effet de tremblement de terre qu'ont ressenti les habitants de Dniepropetrovsk. Tout a été ravagé, rien qu'avec des missiles avec des charges non nucléaires. Et donc, ça, ce sont des faits réels. Et à force de titiller l'ours russe, eh bien, il est possible, il n'est pas impossible qu'il y ait un dérapage. Moi, c'est ça que je crains. Ce que je crains beaucoup, parce que tous les grands désastres nationaux, dans notre histoire notamment, ont été presque souvent dus à une sous-estimation de l'adversaire ou bien à une fausse réassurance. Voilà. Quand, par exemple, vous savez, deux exemples historiques, vous savez que j'aime bien l'histoire, mais c'est toujours important d'avoir l'histoire parce que ça témoigne. Vous savez, la France, elle a l'impression d'être le coq gaulois, hein, c'est-à-dire comme ça qui est sur son tas de fumier, qui fait cocorico, et puis en fait, il a les pieds dans le fumier. Donc il y a un côté bravache, un côté rodomontade dans le peuple français et surtout dans les dirigeants français qui parfois nous mènent à des désastres nationaux. Premier exemple, la guerre de 1870, où on avait mis dans la tête, les proches de Napoléon III avaient mis dans la tête de Napoléon III qu'il fallait entrer en guerre contre la Prusse de Bismarck tant qu'il en était encore temps, parce qu'il était en train de réaliser l'unification des Allemands avec un empire allemand depuis la bataille de Sadova de 1866. Et dans l'entourage de Napoléon III, et Napoléon III lui-même, on l'avait convaincu que finalement, il ne manquait pas un bouton de guêtre, comme avait été l'expression, que c'était de la gnognotte, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Or, les vrais experts savaient que il ne fallait surtout pas entrer en guerre contre la Prusse, parce que la Prusse était surarmée. Elle venait de gagner la bataille du Schleswig-Holstein et la bataille de Sadova de 1866, comme je disais à l'instant. Elle avait 50% d'hommes en plus sous les armes. Elle était supérieure dans tous les armements, pas supérieure à la France, sauf sur le seul fusil qui était le fusil Chassepot, qui était un fusil d'avant-garde et qu'on avait. Mais pour tout le reste, ils étaient très supérieurs en nombre et en armement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Bismarck, qui était malin, qui avait dit de Napoléon III que c'était une grande incompétence méconnue. Il considérait que c'était un crétin, en fait, comme d'ailleurs tout le monde considère que Macron est un crétin. Enfin, maintenant, c'est une autorité publique, il est à la fois fou et c'est un imbécile, mais on sait qu'on peut le faire monter au créneau très facilement. Eh bien, qui avait donc lancé une dépêche, enfin c'est l'histoire de la dépêche d'Ems, je ne vais pas vous raconter toute cette histoire, mais une espèce de provocation qui avait fait flamber une espèce de bouffée nationaliste en France, et Napoléon III avait donc déclenché la guerre contre la Prusse. Ça s'est terminé très très vite, en quelques semaines l'affaire était bouclée, Napoléon III était encerclé à Sedan, et c'était l'effondrement absolument cataclysmique du Second Empire. Et tout ça parce qu'il y avait eu une sous-estimation de l'adversaire qui était considéré comme de la gnognotte. Voilà. Et on a la même chose qui s'est passée en 1940, puisqu'en 1940, paraît-il qu'Adolf Hitler ne pouvait pas nous envahir, on avait la ligne Maginot, et avec un seul militaire de haut rang, c'était Charles de Gaulle qui tirait la sonnette d'alarme en disant ils se sont réarmés à toute allure, ils ont maintenant des chars, etc. C'est au début des mémoires de guerre que de Gaulle en parle.
Et bien De Gaulle, finalement, ne trouvait aucun écho chez les gens qui le prévenaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, effectivement, les Allemands n'étaient pas bêtes. C'est-à-dire que plutôt de s'attaquer à la ligne Maginot, ils ont fait avec l'offensive Guderian, ils sont passés par le nord, par les Ardennes belges, et puis ils sont redescendus, voilà, ils ont contourné l'obstacle, et on était gens comme devant. Voilà. Alors, ça fait partie de ce genre-là aussi, on avait complètement sous-estimé. C'est pour ça qu'il est totalement criminel de voir des discours qui fleurissent, que ce soit monsieur Barrot, que ce soit monsieur Haddad, que ce soit monsieur Glucksmann, que ce soit tel ou tel commentateur ou ces généraux d'opérette que l'on voit sur LCI ou sur BFM TV, qui se sont trompés sur tout depuis 2 ans et demi, qui nous assurent qu'il faut partir en guerre, parce que c'est vraiment à craindre. Alors, dans cette situation-là, il y a quand même un moyen très facile d'arrêter le jeu, c'est que les députés d'opposition, plus, enfin, de gauche et de droite, le NFP d'un côté, le Rassemblement national, votent la censure. Parce que c'est Barnier est particulièrement belliciste, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, Barnier, par sa famille, par sa famille, par alliance, il a des liens avec la Russie. Mais il n'est pas spécialement russophobe, Barnier. Là-dedans, ouais, il est une plume, en définitive. C'est quelqu'un qui est complètement contourné. Mais si le gouvernement Barnier tombe, ça veut dire que M. Jean-Noël Barrot, M. Benjamin Haddad, hop, ils dégagent. Le temps qu'on renomme un nouveau gouvernement, ça permettra de gagner peut-être 15 jours, 3 semaines. Et puis surtout, si le gouvernement Barnier tombe parce que les oppositions décident de le faire tomber sur cet engagement contre la Russie en Ukraine, et là, ça vaudra référendum du peuple français. Parce que pour l'instant, toutes ces décisions qui sont annoncées par Macron, ou par nos ministres des Affaires étrangères, ou voire le ministre de la Défense, en fait, n'ont eu absolument aucune validation par le peuple français. Comment on explique, François Asselineau, merci d'être là ce soir dans ce grand entretien politique. Il y a déjà plus de 2600 personnes sur l'ensemble des réseaux. Beaucoup de monde, beaucoup de commentaires ce soir. Merci d'être là en tout cas. Et merci à vous, bien entendu, d'être là, de nous soutenir, de partager, de liker. Vous le savez, c'est très important. Et François Asselineau, c'est quelque chose en ce qui concerne YouTube et la capacité à un moment donné à être visible auprès du plus grand nombre. Là-dessus, comment on peut expliquer, vous en avez un peu parlé, mais comment on peut expliquer que des gens comme Barrot, Haddad et d'autres, d'ailleurs Macron, soient bellicistes à ce point, avec une armée complètement, totalement, pas désorganisée, mais qui n'a absolument plus rien. Je crois que les chiffres sont éloquents. On pourrait tenir 3 jours sur un front de 80 km. Comment on peut se permettre aujourd'hui d'être belliciste dans ces interventions publiques face à la Russie? Ça paraît mais absolument dingue, ces déclarations. Alors, c'est une question. Hein. Moi, je n'ai pas forcément la réponse. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs types de réponses que l'on peut faire à ça. Première réponse, vous savez, il y a une blague qui dit on est tous mortels, mais personne ne le croit. Voilà. Bon. C'est-à-dire qu'on a beau dire qu'on risque d'être battu, mais si vous vous êtes mis dans la tête que les Russes sont des nullités, rappelez-vous quand même ce qui a été dit sur la Russie, hein, qu'ils étaient obligés d'aller chercher des puces dans les réfrigérateurs pour faire voilà. Si peut-être qu'ils vivent dans cet univers-là, c'est possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxièmement, c'est que nous avons affaire quand même à des gens qui sont de toute petite qualité intellectuelle. Hein, Monsieur Jean-Noël Barrot, s'il n'était pas le fils de son père, Jacques Barrot, qui avait été ministre de Chirac, notamment ministre de la Santé, bon, il n'a pas fait des études extraordinaires, Monsieur Barrot. Il n'a aucune connaissance géopolitique particulière. On voit que c'est quelqu'un d'extrêmement narcissique. Monsieur Barrot, il est barotiste, en fait. La seule chose qui compte au monde, c'est lui-même, c'est de se mettre en avant. Je sais, parce que j'ai quand même pas mal de gens au Quai d'Orsay qui nous suivent et qui nous soutiennent, qui me donnent d'ailleurs des informations. Bon, Monsieur Barrot, il est unanimement détesté, enfin pas unanimement, mais très largement détesté au Quai d'Orsay. D'abord parce qu'il est nul, et deuxièmement parce qu'il est extrêmement désagréable. Voilà. C'est-à-dire qu'il traite tout le monde comme, avec mépris, le petit personnel comme le grand. Enfin, c'est vraiment... c'est miteux. Et puis surtout, il est pas très bon. Donc il y a une espèce de fatuité, d'orgueil, voilà, c'est un peu la thématique d'ailleurs de Macron. Donc je pense qu'à ça, il y a peut-être aussi, je me lâche, mais après tout, comme tout le monde le sait, vous savez qu'il y a quand même dans le personnel politique beaucoup de gens qui, semble-t-il, carburent à la cocaïne. Hein, bon. Donc il semble que si vous avez le cerveau qui est embrumé par l'utilisation régulière de psychotropes ou de drogue ou de je ne sais pas quoi, ça finit par donner un sentiment de toute puissance et qui vous permet éventuellement de faire une représentation musicale, mais qui peut mener à
à une catastrophe. Je me permets au passage d'ailleurs de ressortir ce que j'ai demandé depuis plus d'un an et demi, c'est qu'il devrait y avoir des contrôles inopinés et réguliers par des médecins avec des huissiers assermentés qui auraient le droit, si nous arrivons au pouvoir, nous l'imposerons par la loi, de faire des contrôles bruts, inopinés de tous les dirigeants politiques, c'est-à-dire de tous les ministres, premiers ministres compris, et du président de la République aussi, pour voir est-ce qu'ils sont en état d'ébriété ou est-ce qu'ils sont en état de consommation de prendre des décisions et de gouverner, quoi. Quand vous pensez que vous avez ce genre de contrôle pour des gens qui prennent les commandants de bord d'un avion, ne peuvent pas monter à bord d'un avion sans que... Enfin, s'ils peuvent le faire, mais ils ont des contrôles inopinés pour savoir s'ils n'ont pas de la consommation de narcotiques, de stupéfiants, ce qui est tout à fait normal. Hein, on est quand même heureux quand on prend un avion de savoir que le commandant de bord et son copilote, ils sont pas ivres-morts et qu'ils se shootent pas. Enfin, c'est quand même le b.a.-ba. Mais vous comprenez qu'on n'accepterait pas ça quand on monte dans un Airbus A340, mais on l'accepte de la part d'un président de la République qui peut appuyer sur le bouton nucléaire et entraîner l'apocalypse mondiale. Donc je remets sur le devant de la scène, mais ça aussi, c'est pas normal. Ça fait quand même 1 an et demi. Ça fait 6 ans que j'avais demandé la procédure de destitution. Mais que fait l'opposition ? Que fait Madame Le Pen ? Que font les parlementaires de l'opposition ? Alors évidemment, à gauche, ça serait un petit peu difficile de partir en guerre contre la consommation. Je vois mal Louis Boyard en train de déposer une proposition de loi en ce sens. Mais il y a quand même des gens, tout le monde n'est quand même pas drogué jusqu'à là, enfin, il faut l'espérer au Palais Bourbon. Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire ça ? Voilà. Donc peut-être que ça participe aussi de cette espèce de déréalisation. Je vais vous donner, c'est pas vraiment un scoop, mais c'est quand même une information que je n'avais pas dite auparavant et qui me paraît importante. J'ai été au Quai d'Orsay. Je me rappelle qu'au Quai d'Orsay, ça a été créé avant que je n'y sois d'ailleurs. Il y avait un truc qui avait été créé, je ne sais pas, c'était peut-être sous Giscard ou sous Mitterrand, qui s'appelait le CAP, le Centre d'analyse et de prévision, qui avait été créé pendant longtemps. Ça fut d'ailleurs sous la houlette, je crois, de Jean-Louis Gergorin, qui a eu après des histoires un peu controversées. Enfin bref. CAP, c'est un centre d'analyse et de prévision qui est au Quai d'Orsay et qui nourrit la réflexion du ministre, théoriquement, en faisant de la perspective. C'est très bien. Moi, je trouve que ça, c'est parfait d'avoir des experts qui essayent de balayer le futur proche, le futur immédiat, le futur à plus long terme, pour savoir quelle doit être la stratégie de la France. Ça, je trouve ça formidable. Sauf que ce sont des gens qui ne sont pas libres de leur réflexion. Ce sont des gens où toute pensée, les gens qui sont dans cette structure, toute pensée un tout petit peu hétérodoxe est évidemment bannie. Lorsque, par exemple, moi, j'ai commencé à dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne, vous imaginez que j'ai été à un seul point, on a sorti les crucifix et les pattes de lapin. Je n'ai jamais été dans cette structure, mais voilà. C'est-à-dire que vous avez des gens qui prétendent éclairer les décisions des ministres pour l'avenir, mais qui ont des barrières mentales phénoménales. Par exemple, j'ai eu l'occasion de le dire, je suis absolument certain que dans l'appareil d'État, il n'y a personne jamais qui a réfléchi à ce qui se passerait si d'un seul coup l'euro explosait. Voilà. C'est une pensée, on est dans le domaine de la pensée magique, il ne faut surtout pas évoquer quelque chose, alors que le principe même de l'intelligence politique, l'intelligence économique, j'avais été délégué à l'intelligence économique, c'est justement d'envisager toutes les hypothèses, y compris celles qui a priori, ne sont pas agréables. Mais c'est ça qui est important, voir justement celles qui ne sont pas agréables. Donc le CAP n'envisage... La seule pensée qu'ils ont, c'est une pensée on reste dans l'Union européenne, on reste dans l'euro, on reste dans l'OTAN. Ça, c'est déjà sûr. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est là le petit scoop que je vous dis, c'est que des informations dont je dispose de personnes qui sont au Quai d'Orsay, c'est que c'est encore pire que du temps où j'y étais. Du temps où j'y étais, c'était déjà comme ça. Mais vous avez en permanence des chercheurs américains qui sont là, qui participent à ça et qui disent à nos diplomates, quasiment sous la dictée, ce qu'il faut penser. C'est quand même incroyable. Il y a un type en ce moment qui se balade, qui s'appelle Michael Kaufman, qui est un Américain, de je ne sais plus quel think tank, et qui vient expliquer voilà ce qu'il va falloir faire, voilà ce qu'il va falloir faire.
Ça a circulé dans tout le Quai d'Orsay, c'est pas un très grand secret, mais on a exactement. Alors tous ces gens vaticinent, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils font des prophéties. Ils vous expliquent comme ça, avec un sérieux papal, que là, il faut tenir jusqu'à la mi-2025, parce qu'à la mi-2025, Poutine va avoir des soucis, je ne sais plus quoi, avec l'approvisionnement en armes, et puis il faut tenir jusqu'à la mi-2026, parce qu'alors à la mi-2026, ça c'est certain, là il va avoir des gros problèmes économiques, et ci et ça. Donc c'est ce qu'on explique en ce moment au Quai d'Orsay, et vous avez des crétins solennels du style Barrault qui prennent ça comme vérité d'évangile parce que ça vient des Amerlocs, c'est exactement ça. Voilà. Donc, toute notre pensée stratégique a disparu. Il n'y a plus de pensée française. Il n'y a plus de penseurs enfin, il y en a ailleurs, mais plus dans les palais nationaux. C'est-à-dire que nous sommes dirigés par une caste de crétins solennels qui sont là pour annonner dans la langue du maître, reprendre sous la dictée les analyses géopolitiques des Américains. Comme si les États-Unis s'étaient révélés dans l'histoire des fins analystes géopolitiques, alors qu'ils se sont plantés sur à peu près absolument tout. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Il y a encore beaucoup de Français qui pensent que le monde ressemble à Hollywood. Mais on sait très bien que depuis 1945, les Américains ont été battus pratiquement dans toutes les guerres qu'ils ont conduites. On a fini par faire croire aux Français que les Américains étaient toujours vainqueurs. En fait, ils sont toujours perdants. Voilà. Et là, c'est en train de se réaliser. Alors, il y a dans l'appareil d'État des gens qui prétendent, si vous voulez, qui se donnent un genre, qui font genre, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est pour faire genre. Alors j'ai un chercheur de l'université de je ne sais pas quoi, de Harvard, de Delaware, de Wisconsin, etc., qui vient nous expliquer la doxa qui prévaut dans l'État profond américain. On prend ça comme si c'était une vérité d'évangile. C'est effrayant. C'est une espèce de trahison des élites, comme disait Julien Bendard, mais c'est pire que ça. C'est une médiocrité intellectuelle absolument repoussante, en fait. Ce sont des médiocres. Ouais. Et là, on arrête cette question. L'appel sur l'année, je vous remercie François Asselineau d'être là ce soir, président fondateur de l'UPR. Il y a plus, en ce moment, plus de 3500, vous êtes 3600 personnes actuellement à nous regarder ce soir. Merci beaucoup sur l'ensemble de nos réseaux. La question que je pose, c'est, j'en reviens à votre appel hier soir, du moins dans votre vidéo qu'on peut voir sur la chaîne de l'UPR, d'appeler l'opposition, parce que là, vous avez dressé un portrait quand même assez saisissant, effrayant des gens qui nous gouvernent, notamment Jean-Noël Barrot, Benjamin Haddad, vous l'avez dit, Emmanuel Macron et d'autres. Et on pourrait se dire quand même que les députés d'opposition, est-ce qu'ils en ont pas marre de se faire marcher dessus comme des serpillères, des paillassons? Je suis désolé, parce que vous avez bien vu que les accords de sécurité avec Zelensky, il y a eu un vote à peine consultatif à l'Assemblée. Finalement, Emmanuel Macron décide de tout sur cette guerre, ne demande jamais l'avis aux Français, ne serait-ce que sur le budget, de ce qu'on leur donne. Et les députés d'opposition, que ce soit du côté MFP ou du côté RN, manifestement, ça n'a pas l'air de les chagriner plus que ça, puisqu'ils n'en parlent absolument jamais. C'est quand même assez saisissant. D'où votre appel solennel, François Asselineau. Eh bien oui, je suis 1000 fois d'accord avec ce que vous dites. Je suis tout aussi scandalisé que vous. Il y a des milliers de gens qui sont scandalisés en France de voir ça. C'est-à-dire que normalement, où est passé le Parti communiste français? Où sont passés les descendants de Jaurès? Où sont passés les descendants de Charles de Gaulle? De l'autre côté, on a affaire à une médiocrité générale sur l'ensemble de la scène politique française. Et pourquoi ça? Parce que regardez, en ce moment, la grande affaire chez EELV, c'est le procès interne concernant Julien Bayou pour savoir son rapport avec les femmes, etc. L'affaire de, comment dirais-je, maintenant au Parti socialiste, c'est de savoir, Madame Hidalgo va pas se représenter. Elle a choisi Rémi Féraud et non pas Emmanuel Grégoire pour le prochain maire de Paris. Mais c'est minable. C'est minable. Alors, Madame Le Pen est allée voir Barnier. Donc, j'ai vu qu'elle a fait des tweets, j'ai regardé les tweets qu'elle a fait. Elle est allée, bon, là, pour le coup, elle a quand même un petit peu bougé. Elle est allée voir Barnier, elle lui a dit, voilà, si vous ne faites pas ça, 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 ça et ça, on votera la censure. Et ce dont elle a parlé, c'est essentiellement des questions concernant le budget, concernant la baisse des charges sociales, la baisse des impôts, etc. En quoi, sur le fond, je suis assez d'accord avec elle. Sauf que le problème, c'est qu'elle n'explique pas comment il faudra faire. Voilà. Parce que ça, c'est quand même assez facile de dire moi, je ne refuse l'augmentation des impôts. Mais le problème, c'est que comme elle veut rester dans l'Union européenne, dans l'euro,
elle est complètement contradictoire dans les termes, parce que si Mme Le Pen était au pouvoir, puisqu'elle restera dans l'Union européenne et dans l'euro, elle sera obligée d'appliquer les exigences venant de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne. Donc c'est là où il y a quand même une contradiction dans les termes. Mais bon, à la limite, du point de vue politique, elle est allée demander à Barnier. Et j'ai vu que, parce que je suis très honnête toujours, j'ai essayé de regarder tout ce qu'elle a dit, j'ai vu qu'à la fin de l'entretien, elle l'a écrit elle-même dans un tweet, elle a dit « Je lui ai fait part par ailleurs de notre opposition totale à l'envoi de troupes et de missiles en Ukraine contre la Russie. » Très bien. Mais, comment dire, c'est très bien, elle a dit son opposition totale, mais quoi? Moi, c'est pas ça que j'aurais dit. J'aurais dit, d'abord, chaque chose suffit sa peine. Hein. On fait un message, une communication, un seul message. On ne fait pas 50 messages. Moi, j'aurais été à la place de Mme Le Pen, et là, je ne le suis pas. Je n'ai pas le nombre de ses députés au Parlement, bien entendu. Je n'ai pas non plus la même couverture médiatique. Mais j'aurais été à la place de Mme Le Pen. Je ne serais même pas allé voir Barnier. J'aurais dit publiquement ce que j'ai dit moi-même hier. Voilà, j'aurais dit si M. Barnier ne demande pas, et Macron, et surtout M. Barnier, ne demande pas immédiatement, enfin ne vire pas M. Jean-Noël Barrot, qui a quand même expliqué à la BBC, la chaîne de radio et de télévision anglaise, qu'il n'y avait pas de ligne rouge sur l'envoi et de soldats en Ukraine. Alors déjà, je trouve ça extraordinaire. Il n'y a pas de ligne rouge. Il y a des lignes blanches, en tout cas, je pense, qui se font, si je peux dire. Mais il n'y a pas de ligne rouge. Mais il va dire ça à la BBC. Mais ce n'est pas la BBC qui doit le dire. C'est devant le Parlement français en vertu de l'article 35 de la Constitution. Et il doit demander l'autorisation. C'est qui ce bonhomme? C'est qui Jean-Noël Barrot, en fait? Il n'est là que parce qu'il était le fils de son père. Voilà, et que c'est un petit bonhomme, et que Macron l'a placé là parce qu'il sait de toute façon que il ne lui fera pas d'ombre. Voilà. Mais en fait, M. Barrot ne peut pas décider, ni Barrot, ni Haddad, ni Macron, ni le Cornu, ces quatre bons hommes, ne peuvent pas décider au nom du peuple français de prendre des décisions qui risquent de nous entraîner dans une apocalypse, sinon nucléaire. Mais déjà si on se ramasse quelques missiles là, qui font du 3 km à la seconde, et qui tombent sur telle banlieue d'une ville de France en détruisant des infrastructures tout de suite, on n'a même pas le temps de réagir, on va faire quoi en fait? Voilà. Ouais. Et donc, moi, ce que j'aurais dit à la place de Mme Le Pen, j'aurais dit, voilà, M. Barnier doit dire que ça n'est pas le cas, qu'il n'y aura pas d'envoi de missiles SCAP en Ukraine et qu'il n'y aura pas d'envoi de troupes. Et M. Barrot et M. Haddad sont priés de dégager, ils m'ont remis leur démission. Voilà. Sinon, censure. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle la de l'autorité. Et ce que je dis là n'a rien d'extravagant. Je rappelle que Scholz en Allemagne et Mme Meloni, dont Mme Le Pen, par étendument, s'inspire, Mme Meloni en Italie, l'un comme l'autre ont dit exactement ce que je dis. L'Allemagne et l'Italie refusent d'envoyer des missiles longue portée à l'Ukraine pour qu'elle les envoie sur l'Ukraine, qu'elle les envoie sur la Russie, et refusent d'envoyer des troupes. Donc en ce moment, nous sommes dans un des moments les pires de notre histoire. Ça ressemble. Vous savez, De Gaulle disait que dans les grands moments de l'histoire de France, c'est des moments où on a toujours été bien avec la Russie. Il y a eu des moments où on a été pas mal avec la Russie et bien avec l'Angleterre. Ça s'est très rarement bien terminé. Ça s'est quand même pas mal terminé dans les années 40, mais parce qu'on était dans le même camp que la Russie. Mais en revanche, lorsque la France, on a eu des espèces de dirigeants anglomanes, anglophiles, que ce soit Louis-Philippe, que ce soit Napoléon III, justement, l'un comme l'autre, qui badait, qui était en admiration devant la reine Victoria, ça s'est très mal terminé dans les deux cas, parce qu'ils ont fini par singer les us et coutumes, et surtout la géopolitique de l'anglo-saxonne, qui n'est pas la même que la nôtre. Voilà, ce que j'aurais dit, Madame Le Pen aurait dû dire ça. Mais là, on est devant une opposition qui n'existe pas. Enfin, c'est incroyable, en fait. Voilà. Et il porte, si je peux me permettre, il porte une responsabilité aussi écrasante, finalement, que celle de Macron. C'est même presque pire, parce qu'à la limite, Macron, c'est un agent qui a été poussé par les forces euro-atlantistes. C'est un traître à la nation. Enfin, tout le monde a bien compris qui est Macron. C'est quelqu'un qui a eu le mandat, finalement, de détruire notre pays. Il est en train d'y arriver. Donc Macron, c'est un traître.
Il agit pour compte d'autrui. Il n'agit pas pour le peuple français. Ça se voit. Les résultats sont béants. Les gens qu'il choisit autour de lui, c'est pareil. En revanche, les opposants, les 11 millions de Français qui ont voté pour Mme Le Pen, vous pensez qu'ils sont contents de voir que Mme Le Pen a bloqué la constitution de Macron? Vous pensez qu'ils trouvent normal que le Front National, le Rassemblement National ne s'oppose pas à l'envoi de troupes et de milliards, etc., à l'Ukraine? Mais pas du tout. Donc il y a de la trahison, et c'est la cocufication de 11 millions d'électeurs, et c'est pareil du côté gauche. Parce que du côté gauche, il y a quand même aussi beaucoup de gens, des gens qui sont des communistes nous, à l'UPR, on a des gens qui viennent de différents horizons, qui viennent de l'ancien Front National, qui viennent de l'ancien RPR, qui viennent du Parti communiste français, qui viennent de la gauche du Parti socialiste, qui viennent des chevènementistes. Ces gens se rassemblent sur un projet, justement, patriotique, national et justement pacifique quand même. Enfin, que la gauche ne dise rien d'autre que être représentée par Glucksmann, qui est un pouce au crime, j'avoue que c'est pour ça que j'ai poussé ce cri, si vous voulez, ce cri d'alarme, et que j'espère que le maximum d'entre les Français relaient ça, pour qu'il y ait une prise de conscience qui se produise. Ouais. Vous dites, une observation sur Marine Le Pen, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'électorat de Marine Le Pen est en train notamment de pousser au cul pour la motion de censure, parce que l'électorat de Marine Le Pen commence à ne plus comprendre le jeu politique, la stratégie politique de Marine Le Pen. C'est intéressant aussi, François Asselineau, ça. À un moment donné, le RN est en train d'être poussé par sa base ou violenté dans sa stratégie par sa base. C'est quand même c'est quelque chose, ça. Alors oui, alors là, il y a peut-être des jeux internes au Rassemblement national, je n'en sais rien. Madame Le Pen, elle a un problème avec son affaire actuellement devant la justice, qui concerne d'autres de ses collaborateurs. Monsieur Bardella, lui, passe un peu entre les gouttes, quoique il y a son affaire d'agenda truqué, etc. Mais bon, c'est un secret de polichinelle dans tout Paris que de savoir que Monsieur Bardella a été complètement repris en main par les forces euro-atlantistes. Bardella, c'est Macron, c'est exactement ça. Et donc, il y a actuellement, c'est même plus de la dédiabolisation, c'est la macronisation du Rassemblement national. Je ne veux pas jouer les vieilles barbes, mais il y a plusieurs années, j'avais dit que ça se terminerait comme ça. J'avais expliqué que le Front National allait suivre la même trajectoire que ce qu'avait été le Movimento Sociale Italiano, qui avait été le MSI italien, de type qui s'appelait Giorgio Almirante, qui avait été secrétaire d'État de Mussolini, qui était copain avec Le Pen. C'était lui qui avait inventé le tricolore avec la flamme verte, blanc, rouge que Le Pen avait repris à Giorgio Almirante pour le faire au UFR. Mais comment ça s'est terminé le MSI italien il y a un certain nombre d'années? C'est progressivement, il s'est dédiabolisé, il a changé de nom. Au lieu de s'appeler MSI, c'est appelé Alianza Nazionale, c'est-à-dire Rassemblement National, en fait. Et puis, petit à petit, vous avez vu des gens qui sont devenus complètement dans le mainstream, si l'on peut le dire, totalement euro-atlantique. Ça disparaît comme ça. Madame Meloni ou monsieur, comment il s'appelait, celui de la Lega de la Ligue du Nord. Salvini. Matteo Salvini, voilà, merci de me rappeler son nom. Eux ont créé d'autres mouvements politiques. Donc en fait, le RN, à mon avis, est au bord d'une implosion, est en train de... Alors, il y a aussi des calculs, parce que j'imagine quand même, il y a un truc que je trouve quand même très bizarre, c'est que le livre de Bardella, qui est une nullité, enfin, ça n'a strictement aucun intérêt, si c'était quand même qu'on y apprend un peu entre les lignes. Bardella, il y a tout un narratif sur la famille de Bardella, c'est encore vraiment se moquer du monde. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont convaincus que M. Bardella est né dans un milieu très modeste, avec une mère femme de ménage, etc., ce qui serait tout à fait bien, tout à fait à son honneur, mais pas du tout. Il avait un père chef de PME, il a eu une bagnole à 18 ans, son père l'a emmené en vacances aux États-Unis pendant un mois. Enfin, c'est un gosse de riche, en fait, Bardella. D'ailleurs, il en a le look, en plus. Bon, et donc, il y a eu tout un narratif pour expliquer ça aux foules françaises. Mais moi, je trouve quand même très bizarre que son livre soit catapulté par Bolloré au moment où Mme Le Pen a des problèmes. C'est-à-dire qu'il s'agirait, en fait, de montrer à Mme Le Pen qu'il faut qu'elle dégage pour ouvrir la voie à Bardella pour l'élection présidentielle de 2027, où on ne s'y prendrait pas autrement. Sachant que l'objectif, d'ailleurs, des milliardaires qui sont derrière ne serait pas de faire élire Bardella, qui a 27 ou 28 ans, n'a absolument aucune
connaissance sur rien, mais d'en faire un excellent candidat de deuxième tour pour être battu, pour que les Français retombent toujours dans le même panneau et élisent l'opposant au candidat du RN. C'est d'ailleurs, par exemple, le fameux Édouard Philippe qui est en embuscade et qu'on mettrait Ouais. face à... Voilà. Donc, toute cette stratégie, il faut vraiment que les Français comprennent ce qui se passe. Alors, je pense que c'est peut-être en ayant tout ça à l'esprit qu'au Rassemblement national, ils se disent que s'ils font un petit peu du scandale, alors ils vont être diabolisés. Enfin, je ne sais pas quoi. Bah, tout ça, c'est Ouais. vraiment nauséabond. C'est vraiment le contraire des enseignements que donnait Charles de Gaulle. Hein. C'est-à-dire, il faut avoir la voie droite, il faut être clair sur les objectifs. Voilà. Il faut que les Français comprennent ce que l'on propose, ce que l'on analyse et ce que l'on propose. Je voulais, est-ce que, François Asselineau, merci d'être là ce soir. Hein. Vous êtes très, très nombreux, plus de 4300, 4500 personnes actuellement sur l'ensemble des lives. Est-ce que les Français ont conscience concrètement? Dans leur majorité, vous appelez les Français solennellement à aller voir leurs députés quand même à ce sujet-là. Mais est-ce qu'il y a quand même des millions de Français, on a quand même l'impression qu'ils baillent aux corneilles un peu, hein, qui ne se rendent pas compte que la situation est quand même terrible? C'est une question que je vous pose, vous, en tant qu'homme politique, responsable politique, François Asselineau. Alors, c'est difficile d'avoir un jugement tranché parce que je pense Ouais. qu'on est entre deux mondes. Voilà. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe suit les États-Unis souvent avec quelques années de retard. Le phénomène qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est un phénomène vraiment très, très important. C'est qu'il y a un effondrement de tout le narratif des mondialistes, de toutes les références. Vous savez que la chaîne CNN, qui en 2016, comptait 13 millions d'auditeurs par jour, elle n'en compte plus que 900 000. Elle a perdu 90% de ses auditeurs. C'est incroyable. La chaîne MSNBC, elle est quasiment en dépôt de bilan. C'est la raison pour laquelle il y a des rumeurs comme quoi Elon Musk, après avoir racheté Twitter, a racheté la chaîne MSNBC. Vous avez des licenciements dans les médias parce qu'ils sont... Or, je pense que ce phénomène arrive en France aussi. Vous avez vu que LCI se porte mal, non plus que 1,6%. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont là et qui m'écoutent, je les félicite d'être là, pas seulement pour m'écouter, mais aussi pour être sur votre média, parce que Nicolas Vidal, vous faites un travail comme TV Liberté, comme Toxin, comme Radio Courtoisie, comme Géopolitique Profonde, etc. Il y a toute une série, comme François, etc. Il y a quand même une série de médias alternatifs qui se développent, comme UPR TV, et qui se développent et qui apportent aux Français une autre information. Alors ça, c'est le premier point. Il faut vraiment que les Français comprennent que leur principal ennemi, je dis bien ennemi, ce sont les médias mainstream. Parce qu'ils sont par les milliardaires qui, justement, veulent torpiller tous les avantages acquis par les générations antérieures au profit des salariés, au profit des artisans, des paysans, des petits entrepreneurs, etc. C'est ça, la réalité. Ne faites pas confiance à des gens qui sont là pour vous tuer, en fait. C'est aussi bête que ça. N'écoutez plus les grands médias mainstream. Allez sur Internet. Il y a des gens qui disent il y a du complotisme, il y a des fake news. Il y a des fake news. Il y en a beaucoup plus encore dans les médias mainstream. Enfin, quand on repense à ce qu'a dit LCI depuis des années, tout est faux, mais tout est faux dans tous les domaines. C'est absolument incroyable, que ce soit sur la Covid-19, que ce soit sur l'état de santé de Poutine, que ce soit sur l'état de l'armée russe, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur la situation économique et financière du pays, que ce soit sur le génie prétendu de Macron, etc. Enfin, tout était faux. Alors, pour en revenir à votre question, moi, je pense que il y a quand même de plus en plus de gens qui se posent des questions. Moi, je le vois. Je vois, j'ai créé quand même l'UPR il y a bientôt 18 ans quand même. 18 ans, dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne, de l'eau et de l'OTAN, les gens disaient que c'était ma... Maintenant, non. Maintenant, c'est repris par de plus en plus de monde et je m'en réjouis. C'est de plus en plus de monde qui reprennent ces analyses. Donc, il y a quand même une évolution, mais on est dans un passage d'un monde à un autre. Et puis, vous savez, l'être humain est parfois un peu complexe. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas savoir, vous pouvez être torturé, vous pouvez à la fois trouver... Par exemple, il y a des gens qui... Je l'ai suffisamment dit, je l'aurais dit ici, moi je suis sans arrêt abordé dans la rue à Paris ou dans les villes de France, vraiment fréquemment, très très fréquemment maintenant, par des gens qui me disent « Ah, monsieur Asselineau, est-ce que je peux faire un selfie ? J'adore ce que vous dites, ce que vous faites, etc. » Très bien.
Et puis je leur dis, mais vous avez voté pour qui aux européennes? Et en fait, il y en a à peu près 15%, 10-15% qui ont voté pour moi. Et les autres, je dis, mais vous avez voté pour qui? Ah ben ils ont voté aux européennes, ils ont voté pour Bardella, ou bien ils ont voté pour Marion Maréchal, ou bien pour Manon Aubry. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous avez voté pour eux? Ah ben parce qu'on savait que vous n'y arriveriez pas. Et je dis, pourquoi vous saviez que vous saviez que je n'y arriverais pas? Ben parce qu'il y avait des sondages. Mais dis, est-ce que qui détient les sondages? Et puis par ailleurs, vous n'étiez pas à la télé. Je dis, mais qui détient la télé? Il me dit, j'ai voté utile, mais j'ai dit, c'était utile d'avoir Bardella au Parlement européen, il n'y est jamais. C'était utile d'avoir Madame Marion Maréchal, elle a voté en faveur de l'envoi de missiles à l'Ukraine contre la Russie. C'était utile donc de voter pour Manon Aubry, vous avez vu comme elle a sauté au cou de von der Leyen en la congratulant. En fait, les Français, ils avaient une chance au moment des européennes d'envoyer quelques députés de l'UPR. Je peux vous assurer qu'on aurait fait un scandale. On aurait parlé du Frexit matin, midi et soir. Mais non, on n'a pas un seul député qui propose le Frexit. Donc en fait, ce vote qui était prétendument utile, c'était en fait un vote utile pour les milliardaires qui tiennent les médias. C'est pour ça qu'ils ne m'invitent pas. Et donc il y a un véritable travail qu'il faut que les Français fassent. Et peut-être je terminerai là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que les Français s'interrogent. Regardez quand même les Indiens. Les Indiens, Narendra Modi, qui est l'actuel Premier ministre, il était complètement blacklisté par les grands médias du pays au profit du Parti du Congrès en Inde. Les Indiens, par les réseaux sociaux, ont décidé de voter pour Modi. Même chose en Slovaquie, où M. Robert Fico, qu'on dit le Premier ministre, avait été totalement interdit d'antenne. Les Slovaques se sont mobilisés pour lui. Même chose pour ce qui vient de se produire en Roumanie. En Roumanie, avec Georgescu, numéro présidentiel, M. Georgescu, en fait, était donné à 4% dans les sondages. Il arrive avec 23%. Moi, je dis quand même que les Français, on ne va pas me dire que les Français sont devenus plus moutonniers, plus bêtes que les Slovaques, que les Indiens ou que les Roumains. Ou alors c'est grave. Ça veut dire qu'il faut que les Français comprennent, encore une fois, que leurs pires adversaires, ce sont les instituts de sondage et les médias mainstream. Et qu'à partir du moment où un responsable politique est blacklisté dans les médias mainstream, qu'il n'est jamais question de lui, alors que, par ailleurs, je fais des scores considérables sur Internet, on a dépassé bientôt les 105 millions de vues cumulées sur UPR TV, c'est là qu'il faut aller chercher l'information. Alors, dernière question. Merci François Asselineau d'être là ce soir. Plus de 4500 personnes actuellement. Merci beaucoup d'être là. Merci de votre fidélité à tous. Partagez, likez, c'est très très important. On vous le répète en permanence, abonnez-vous à la chaîne parce que vous êtes beaucoup à nous regarder, à ne pas être abonnés. Donc abonnez-vous à la chaîne. Et idéalement, chers amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à Putsch Média, nous faire des dons. C'est très important pour qu'on continue à faire des émissions comme celle-ci avec François Asselineau et toute une série d'invités que j'aime bien recevoir. Rapidement, il nous reste 3 minutes. On a largement dépassé le temps, mais donnons-nous 3 minutes ou 4 minutes. L'élection de Donald Trump, votre analyse, François, vous avez fait rapidement, vous avez fait des vidéos là-dessus, mais rapidement, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, comment vous le percevez? Est-ce que c'est la tempête qui vient du côté des États-Unis ou pas? Alors, il est le fruit d'un pays, il est le fruit d'une situation. Ça va pas être tabula rasa, comme on dit, il va pas faire tabula rasa. Il est quand même financé, il a autour de lui des chefs d'entreprise, des milliardaires, etc. Donc, il n'a pas non plus toutes les coudées franches. Hein. C'est pas les Khmers rouges qui arrivent à Phnom Penh le 17 avril. Bon. Donc, il y a des pesanteurs, des adhérences, des inerties dans toutes les sociétés qui vont entraver sa démarche. Néanmoins, je pense quand même que il y a des gens qui sautent aux conclusions et qui disent mais non, tout ça c'est du jeu, c'est pareil. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Il y a quand même une partie de l'opinion qui est tellement désabusée qui ont tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Voilà. Non, mais c'est toujours pareil. Mais voilà, c'est comme moi. Moi aussi, je serais un politicien comme tous les autres. Ils mentent. Non. Il faut faire preuve de discernement. Moi, Trump, je vois qu'il y a des faits objectifs qui montrent, premièrement, que ça n'est plus le même que Trump 1 de 2016. C'est qu'entre-temps, il a été 4 ans président des États-Unis. Il a vu comment tout ce qu'il voulait faire a été phagocyté, broyé par l'État profond, qui, pendant les 4 ans où il était président, n'ont eu de cesse de le harceler médiatiquement. Ensuite, pendant 4 ans, il a été battu par Biden en ayant le sentiment profond, lui et beaucoup de ses électeurs, que cette élection avait été volée.
Et donc, il a été traîné dans la boue, enfin, ça même jusqu'à des tentatives d'assassinat, à mon avis. Le Parti démocrate et les commanditaires style Obama ou le FBI ne doivent pas être très loin, c'est ce que je pense profondément, hein, parce que l'enquête à la Butler, là, en Pennsylvanie, c'est quand même extraordinairement bizarre ce qui s'est passé. Et donc, je pense qu'il arrive maintenant, il a 78 ans, c'est la dernière fois qu'il peut être président des États-Unis. Il a 4 ans pour agir, il n'a même pas 4 ans, il a 2 ans, puisque les prochaines élections générales à la Chambre des représentants, c'est dans 2 ans. Le rythme est trop. Bon. Donc, pendant 2 ans, il a été très bien élu. Il a non seulement le nombre de délégués, mais le vote populaire, c'est la majorité des citoyens, ce qui n'est pas toujours le cas. Il a de surcroît la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Alors, il a pris des décisions qui permettent quand même de préjuger un petit peu ce qu'il va y avoir. Il se fait entourer, ce qui est différent, c'est qu'il se fait entourer par des gens très intelligents, à commencer par Elon Musk, qui, quoi qu'on en dise, était quelqu'un de supérieurement intelligent. Vivek Ramaswamy, l'autre milliardaire, il a moins de notoriété, mais c'est également quelqu'un un type très très malin. Donc il est entouré par des hommes plus jeunes, pour la cinquantaine, qui sont super intelligents, qui connaissent bien le monde d'aujourd'hui et qui sont là pour l'épauler. Le fils de Trump a dit il faut aider papa, hein, en disant Elon, il faut aider papa. Donc il est entouré par des gens comme ça. Robert Kennedy Jr. qui apporte une autre sensibilité. Et puis d'autres personnes, on ne va pas tous les citer, Tulsi Gabbard, la hawaïenne qui était enseignement, ce qui ressort de ça, c'est que Trump veut vraiment nettoyer les écuries d'Augias, semble-t-il, nettoyer le marais de Washington. Vous avez vu qu'il y a plus de 90% des électeurs de Washington DC, la capitale, qui ont voté pour Kamala Harris. Ça prouve qu'il a du truc à faire. J'ai cru voir d'ailleurs qu'il envisageait de délocaliser certaines agences fédérales. Que tout ne soit pas à Washington, il faudrait qu'il en mette au fond je sais pas, de l'Oklahoma ou de l'Arkansas, dans le Middle West, ou dans le Nevada chez les Mormons. Ça changerait un petit peu l'eau du bassin. Il a pris à l'évidence, il veut arrêter au plus vite l'affaire en Russie, mais est-ce qu'il va pouvoir le faire? C'est tout l'enjeu, il est là. On voit bien que il y a de l'État profond, il essaie de pourrir la situation, éventuellement même d'enflammer la situation, jusqu'à, par exemple, imaginons que Poutine soit tellement irrité de recevoir des missiles américains qu'il envoie un missile Oreshnik là, sur une ville du Middle West américain. Même si ça n'est pas un missile nucléaire, vous imaginez, l'opinion publique américaine serait pour une poursuite de la guerre à outrance contre la Russie. Donc, c'est pour ça que ça dépend aussi, il y a un jeu avec Poutine. Pour le reste, il faut attendre de Trump une grande défense des intérêts nationaux américains contre l'Union européenne. Hein. Il ne fera pas du tout de cadeau à la France ou à l'Union européenne. Pour lui, l'Union européenne, c'est un ventre mou dont il doit profiter. Et puis, il faut attendre une position quand même très ferme en faveur d'Israël. Quoique, il a été beaucoup soutenu et élu par des Américains d'origine du monde arabe et musulman, il ne faut pas l'oublier. Il a, par exemple, demandé à Benjamin Netanyahou que tout soit terminé pour le 20 janvier. Il faut peut-être attendre davantage une posture plus féroce des États-Unis, à mon avis, sur l'affaire chinoise. Parce que les stratèges américains, il faudrait conclure avec la Russie, parce que le vrai problème qu'ils voient arriver, c'est quand même la Chine, qui est en train de devenir à tous les égards, de très loin, la première puissance mondiale, ne serait-ce qu'avec 1,5 milliard d'habitants, mais bientôt peut-être la première armée du monde, en fait. Bon, mais merci beaucoup, François Asselineau, ce grand entretien ce soir. Beaucoup de monde, hein, près de 5000 personnes à regarder. Merci d'avoir accepté mon invitation à ce grand débriefing politique, ce grand entretien politique. Merci beaucoup. Chers amis, avant de vous laisser, et avant de remercier François Asselineau, je vous fais un petit peu de promo. Mon livre vient de sortir, je pense qu'il va vous intéresser. La tempête qui vient. On va parler de ces Français finalement. Est-ce qu'un peuple est en mouvement actuellement? Il est sorti hier. Il est disponible. Vous avez les liens sur les commentaires des vidéos, également dans la description. Il est également sur Amazon disponible. Voilà, Tempête qui vient, ça vient de sortir. En tout cas, merci François Asselineau d'avoir accepté mon invitation, toujours avec beaucoup de plaisir. Et merci pour votre franc-parler en tout cas. Et on vous souhaite bon courage parce qu'apparemment, ça va bouger politiquement et je ne doute pas un seul instant que vous resterez sur la tranchée, François Asselineau. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Et surtout, en ayant le sang-froid nécessaire face aux événements graves qui arrivent.
Bon, mais en tout cas, on n'en doute pas un seul instant. Merci d'avoir accepté mon invitation. Chers amis, on se retrouve demain soir à 18h. D'ici là, Push.media, n'hésitez pas à nous soutenir, à nous aider. Abonnez-vous à la page, à la chaîne. On est sur Telegram, on tient TikTok, on est sur Insta. On a besoin, franchement, que vous nous aidiez, vous nous supportiez. Merci beaucoup. C'est une excellente soirée. À demain, 18h pour une nouvelle émission. Salut, ciao, bye bye, vive la démocratie. Salut, ciao.